Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur mon émission Le Leadership et vous. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Benoît Monneuse. Bonjour Benoît, Bonjour Ludivine. je suis vraiment infiniment ravie que tu sois là aujourd'hui avec moi parce que ça fait un petit paquet d'années maintenant qu'on se connaît. On s'est rencontrés dans une soirée à Rennes où tu faisais intervenir notre cher Frédéric Lenoir, qui est un grand écrivain, philosophe, cher à nos cœurs et qu'on ne présente plus aujourd'hui puisqu'il est quand même plutôt médiatisé. Et tout de suite, on a eu une véritable accroche dans notre vision du leadership et finalement, on est resté en contact. Et aujourd'hui, ben voilà, on partage, quand nos agendas le permettent, des discussions passionnantes autour du leadership. Donc, ben, c'est un vrai bonheur pour moi de t'accueillir sur ma chaîne. Et puis, évidemment, je vais te présenter parce que toute ma communauté ne te connaît pas encore. Ce sera bientôt plus le cas dans quelques minutes. Et si jamais j'oublie des choses, bah surtout, je compte sur toi pour enrichir cette présentation. Ça te va? Très bien. Sache que je suis moi aussi ravi d'être là. J'ai le souvenir de nombreuses discussions sur cette question du leadership et je suis ravi de pouvoir avoir un échange à nouveau avec toi. J'ai compris que cette fois, on ne serait pas tous les deux, il y aurait un peu de monde autour de cet échange. Donc voilà. Voilà, et bienvenue à toutes et à tous. Évidemment, Benoît Meneuse, ça a vraiment été un coup de cœur pour moi parce que, au-delà de sa carrière de sportif de haut niveau, c'était dans le rugby, hein, c'est ça, Benoît. Exactement, oui. Donc, pendant 10 ans, je crois que tu as été vraiment sur du haut niveau. J'ai effectivement joué une dizaine d'années dans un club qui vient de se faire éliminer en demi-finale, qui est le Racing 92, qui s'appelait à l'époque le Racing Club de France. Ah voilà. Et puis, en fait, tu m'avais expliqué, quand on s'était présenté à l'époque, que tu avais eu une blessure grave qui finalement avait quand même pas mal bouleversé ta vie. Oui, la carrière d'un sportif est entrecoupée de, voilà, de barrières, d'obstacles à franchir. Et c'est comme tous les obstacles, la question c'est qu'est-ce que cet obstacle t'apprend. Alors moi j'ai failli être tétraplégique sur un terrain et finalement j'ai décidé de faire réparer ces vertèbres cervicales qui avaient été euh, cassées, abîmées, et dans le but de rejouer. Et donc je suis revenu, j'ai eu une coupure comme ça dans ma carrière sportive et puis je suis revenu jouer quelques années à mon niveau. Et c'est intéressant de comprendre cette question de responsabilité. Probablement que quand on parlera du leadership, c'est un sujet qu'on pourra évoquer. Oui, parce qu'en plus, finalement, toi, tu as quand même, on va dire que tu as eu cette résilience, puisque aussi tu as choisi hein, de faire une reconversion qui a été plutôt réussie dans le monde de l'entreprise. Et puis ensuite, tu as choisi aussi de transformer cette expérience en expertise pour finalement, aujourd'hui, transmettre des clés de la réussite, notamment de la performance. Et alors, ce qui était très atypique et qui m'a beaucoup interrogée à l'époque, c'était que tu ne faisais aucune distinction entre les sportifs et les managers et que Ouais. tu avais une intime conviction, c'était que les dirigeants et les managers étaient des grands sportifs et que les grands sportifs développaient eux aussi des aptitudes pour les entreprises. Est-ce que c'est bien ça déjà? Est-ce que je l'exprime bien? Et si je n'aurais pas mieux formulé les choses, je crois que je me suis longtemps questionné sur ce qui amenait moi-même en tant qu'individu, en tant que sportif, ce qui pouvait amener à la performance. Je vais beaucoup réfléchir à ce qu'était la performance pour après, derrière, exploiter ce que j'avais compris en tant que manager pendant une quinzaine d'années, 18 ans d'entreprise. Et j'ai compris que les clés, c'était les mêmes, en fait. La performance, si je pars de John Whitmore, qui a été mon inspirateur en tant que coach professionnel, c'est le potentiel d'un individu, moins ses freins. Et donc, j'ai toujours cherché, à titre personnel, à essayer de voir ce qui me permettait, quel était mon potentiel, comment je pouvais exploiter ce potentiel, qu'est-ce qui m'empêchait d'y accéder. Et donc, dans ma posture de manager, j'ai toujours eu cette disposition mentale-là, de chercher voilà, à réassurer mes collaborateurs sur leurs aptitudes, leurs performances, leurs capacités, et puis enlever toutes les représentations erronées, toutes les peurs, toutes les croyances qui pouvaient les empêcher d'exploiter pleinement leur puissance et leur capacité. Ça fait combien de temps maintenant que tu as monté ton entreprise, Benoît? Oh, ça fait 6 ans maintenant. J'ai quelques heures de vol dans ce métier qu'on appelle le coaching. Bon, je ne fais pas que ça, comme tu le sais, puisque ça m'arrive de faire des conférences ou de la formation managériale. Et notamment, je fais des formations sur le leadership, sur cette question qui est le sujet de notre échange aujourd'hui. Absolument. Alors, c'est vrai que bah, finalement, on a monté nos entreprises en même temps, puisque moi, ça fait un tout petit peu plus de 5 ans aussi. Et je parle de leadership féminin, évidemment, mais pas que. Je parle aussi d'un leadership beaucoup plus humaniste quand je fais des conférences en entreprise. Et alors, forcément, on va y arriver à cette grande question.
Quelle est la définition du leadership de Benoît Monneuse? Vous avez 3 heures. Alors, tu sais, je m'attendais à ce que tu me poses la question, et donc je vais te donner une définition. C'est une définition que je cite souvent et que j'emprunte à une personne que j'apprécie beaucoup. Et cette définition, elle dit, le leadership, c'est l'art d'inspirer et de mobiliser par l'exemplarité, d'impacter positivement les équipes par notre rayonnement et notre authenticité. Alors bon, je vais reprendre le lead parce que forcément, alors Benoît vient de citer Ludivine Le Marié. Merci Benoît pour cette surprise. Et quand je te dis ça, je le fais réellement. C'est-à-dire que quand j'interviens, je forme des commandants de bord en partenariat avec un cabinet qui s'appelle Performance Consultant, qui est l'émanation du cabinet de John Whitmore, dont on parlait tout à l'heure. Et on fait une première journée sur le leadership. Et je te cite à chacune de mes premières journées. Mais c'est pas vrai. C'est vrai? Je te jure que c'est vrai. Et je crois fondamentalement que c'est cette définition juste. Alors je me suis dit, bon, ok, mais si tu devais réfléchir par toi-même, quelle définition tu donnerais? Et donc, j'ai tenté ce matin d'en trouver une autre. Et donc, je me suis dit que le leadership, c'est la capacité d'un individu ou d'un être vivant à influencer son écosystème, à en modifier les équilibres de cet écosystème. Finalement, il fait ça en mobilisant notamment sa puissance vitale. Sa puissance vitale, on va évidemment en parler parce que elle vient, pour moi, d'un alignement et d'une forme de synchronisation, une forme d'addition des forces qui viennent à la fois de l'esprit, du cœur et du corps. C'est-à-dire que la capacité d'un individu à influencer son écosystème en alignant ses forces, c'est-à-dire qu'en étant complètement aligné entre ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il met en acte. Et c'est ça qui fait qu'on a envie soit de fuir l'individu, soit au contraire de l'envie de le suivre. Et voilà, et je pense que cette puissance, ce rayonnement, il naît de cet alignement, un petit peu comme des forces qui s'additionnent, qui si elles ne sont pas alignées, bah, la somme des forces est moins puissante. Tu vois. Donc, après, j'ai réfléchi, je me dis, bon, il faut que j'aille un petit peu plus loin parce qu'elle va me questionner. Je me suis dit qu'en fait, c'est une autre manière aussi de faire prendre corps, d'incarner, de faire prendre corps à ses intentions. C'est-à-dire de les matérialiser, de les rendre palpables, de les rendre notamment lisibles aux autres. Les gens nous suivent justement parce qu'ils ont ce sentiment de sécurité, d'avoir ressenti, intuité, ressenti, tu vois, compris les intentions qui étaient les tiennes. Et donc c'est pour ça que ta définition pour moi est juste, parce que ça nécessite une vraie authenticité. Ça nécessite d'avoir réfléchi sur qui on est et d'être complètement aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on met en acte. C'est pour ça qu'au-delà de la surprise que je voulais te faire, et qui est sincère, que je te cite à chaque fois, euh, voilà, le complément que je pourrais donner à ta définition, ce serait celle-là, mais ce n'est qu'une autre manière de l'éclairer finalement. Merci infiniment déjà pour cette surprise. Tu ne peux pas savoir comme je suis touchée déjà que tu me cites et de l'apprendre évidemment comme ça sur un live sur cette émission Le Leadership et vous. Évidemment, je ne peux que le recevoir en plein cœur et forcément ça me touche. Et après, je ne suis pas si étonnée parce qu'à force de discussion entre nous, on a vu qu'on se rejoignait énormément finalement dans notre vision qui est aussi ce qu'on pourrait appeler le nouveau leadership finalement. Parce que pour moi, ce dont tu parles là, tu parles d'alignement, tu parles d'authenticité, tu parles de congruence, parce que pour moi, l'alignement entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est une congruence en fait. Et j'ai fait une vidéo d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur ma chaîne YouTube là-dessus, parce que je trouve que ces dernières années ont été très challengeantes sur justement la subtilité de là où on n'était pas encore tout à fait congruent dans notre vie en tant que leader. Je ne sais pas si tu l'as ressenti toi au travers de ta propre expérience et de l'expérience des managers que tu accompagnes. Bah, dans les managers que j'accompagne, alors évidemment, il y en a plein de types, il y a plein d'êtres humains, mais je constate qu'il y a des gens qui sont naturellement leaders et qui ne savent pas qu'ils sont leaders et qui n'ont aucune conscience
que l'écart entre leurs intentions et l'effet qu'ils produisent, parce que finalement le leadership, c'est simplement réduire cet écart entre l'intention qu'on pose et puis l'effet qu'on produit sur notre écosystème, et ben, que l'écart était très très restreint. Et que dans leur formation, ils se révèlent à eux-mêmes en disant je suis leader. Et puis d'autres qui mesurent qu'il y a un écart colossal et qui ont besoin de faire un travail de conscience, un travail sur eux pour réduire justement cet écart. Et donc c'est un travail, après voilà, après on pourrait en parler pendant des heures, parce que là on rentre dans le facteur humain, c'est insondable. C'est vrai que mon ami Rémi Tremblay du Québec le répète souvent, hein, qu'on est des êtres humains avant d'être un leader, avant d'être un manager, avant d'être un dirigeant, une dirigeante. Et c'est très intéressant ce que tu dis, et forcément j'ai envie, même si on va essayer de faire une demi-heure de vidéo à peu près, mais est-ce que tu aurais, toi, Benoît, pour les personnes qui nous regardent, qu'ils soient hommes ou femmes, et après on parlera de cette différence, hein, on va y venir, mais là, en général, ça serait quoi les trois clés, selon toi, pour finalement développer son leadership selon ta définition et donc ma définition après cette belle surprise? Waouh, sans préliminaire, on parle des clés. Comment développer son leadership? C'est-à-dire que pour les personnes, par exemple, qui se disent « Ah ouais, moi, je sens que j'ai besoin de travailler mon leadership », parce que ça arrive souvent, bah, moi, chez les femmes qui viennent à moi, elles me disent « Je sens que voilà, je ne suis pas dans mon leadership, je me sens parfois un petit peu légère dans ce que j'ai à transmettre par rapport à mes idées, ma vision. Comment, aujourd'hui, toi, tu conseilles de développer ce leadership ?» euh, Tu sais qu'un coach ne donne pas de conseils. Donc, généralement, quand je travaille sur cette question du leadership, je le fais évidemment par la questionnologie, par le questionnement, par l'éveil de la prise de conscience et de la responsabilité chez les gens que j'accompagne. Mais j'entends que tu as besoin de quelques clés. D'abord, c'est un travail d'éveil de conscience à qui je suis. Et donc, comprendre qui je suis, tu peux le faire notamment en écoutant ce que te disent tes émotions, en travaillant sur ton système de valeurs. Euh, pour autant, tu as beau avoir compris qui tu es, tu as beau avoir compris les limites de ce qui est acceptable ou non pour toi, c'est pas toujours si facile de les exprimer, pas toujours si facile de les affirmer. Et là, on parle d'affirmation de soi en tant qu'intelligence émotionnelle, c'est une des 15 compétences. Donc, c'est pas facile d'exprimer aux autres ce qui est juste et bon pour nous et qu'on a besoin qu'il soit respecté. Donc, développer son leadership, ça passe par deux choses, je dirais. La première chose, éveiller sa conscience. Et je terminerai peut-être, ou en tout cas, je te citerai une phrase qui est accrochée à mon mur, juste là, et que j'ai volontairement réécrit pour te la citer. Mais avant tout, ça passe par la conscience de soi. Ça passe par la connaissance et la conscience de soi, de ce qui est juste et bon pour nous. Ça passe par une deuxième chose, ça passe par une forme de détachement, ou en tout cas, je parlerai d'équanimité, la capacité que l'on a de se détacher de l'effet des événements extérieurs sur nous. Mais ça aussi, c'est un travail de conscience, mais c'est surtout que l'effet des événements, si on est sensible aux événements extérieurs, notamment au regard des autres, aux événements qui peuvent générer des émotions ou du stress, on quitte cet alignement. Donc ça nécessite de rester toujours aligné, en pleine conscience de qui on est. Dans le rugby, on dirait solide sur les appuis, tu vois, enfin, Ouais, voilà, ancré dans la conscience de qui on est et en réception de ce qui pourrait arriver sans être touché par ce qui se passe. Voilà, donc ça demande un travail de conscience. Alors ça nécessite quelques techniques. Je pense que la curiosité est notamment un remède, un palliatif, ou en tout cas un remède extrêmement puissant. L'étonnement, voilà, l'étonnement qui était le premier pas de la sagesse. L'étonnement et la curiosité, je pense que ce sont, face à des jugements ou face à des événements qui pourraient nous affecter potentiellement, éveiller sa curiosité, son étonnement, nous en préserve. Et donc à partir de là, on est en capacité d'affirmer pleinement qui on est, quelles que soient les circonstances. Voilà ce qui me vient spontanément à cette question. Ça fait deux clés. Donc la troisième clé, c'est la capacité d'affirmation. C'est la capacité d'expression. C'est le oser dire. Quand je parle d'oser, tu vois bien que là encore, il y a des peurs à dépasser. Donc, c'est oser dire, oser exprimer ce qui est juste et bon pour soi, oser montrer le chemin. Je crois qu'être leader, c'est ouvrir la voie.
Ça passe par oser vivre ses rêves, rêver sa vie et vivre ses rêves. Enfin, c'est oser avancer dans ce qui est juste et bon pour nous. Voilà. Tu le sais, hein, qu'un de mes credos, c'est être leader de soi avant d'être leader des autres. Donc forcément, ça me touche et ça me parle, ça résonne quand tu parles de conscience de soi. Parce que justement, souvent, à mes invités dans cette émission, je leur demande, mais d'après vous, c'est quoi la part de conscience de soi ou de développement personnel, mais c'est un peu galvaudé, donc j'aime pas trop parler de ça, dans une croissance professionnelle. Et là, déjà, pour toi, la première clé, c'est la conscience de soi, tu vois. C'est essentiel. C'est essentiel. Combien de personnes on peut accompagner ou commence à faire un chemin et puis ça ne fait qu'ouvrir d'autres portes. Mais finalement, on est là simplement pour ajuster quelques fréquences pour les aider à s'accomplir pleinement dans qui ils sont, comme une fleur est destinée à être fleur. Là, c'est Spinoza. Enfin, c'est le déterminisme. Voilà, je crois que sincèrement, chaque être humain persévère dans le développement de sa nature profonde, cherche à se réaliser, donc on fait un effort pour chercher à se réaliser, et tout le travail de conscience, c'est un travail de discernement. C'est un travail de discernement de ce qui est juste et bon pour nous. Et tu vois que là, on rejoint ce travail de conscience de soi appliqué au leadership, c'est-à-dire que quand tu as fait ce travail-là, déjà, tu es en conscience et tu es plus en capacité de l'exprimer. Bien sûr. Et à ce moment-là, tu renforces ton authenticité et tu renforces ton impact positif. Alors, euh, quand on parle d'impact positif, il est difficile pour moi d'oublier de parler de l'influence de la vision. Euh, euh, D'abord, une première notion, c'est qu'on sait que tous nos comportements dépendent du regard qu'on porte sur les choses, dépendent de notre vision. Et donc, forcément, quand on est affecté par des phénomènes extérieurs, cette vision est altérée. Quand on est pris par nos émotions, cette vision est altérée. On a beaucoup de mal à porter un regard positif sur quelqu'un qui a dit du mal de nous, par exemple. Or, un leader, il doit être en capacité, quelles que soient les circonstances, de développer une vision positive. Et il n'y a que comme ça, et en le croyant sincèrement, il ne faut pas que ce soit un truc, si on est sincèrement en capacité de développer cette vision positive, nos comportements vont être influencés, et à ce moment-là, on sera en capacité de tirer les gens vers le haut, d'être exemplaire, justement. Oui, c'est ce que je dis à mes clients. Il faut que, non seulement que ce soit, ok, la théorie c'est bien, mais il faut que ce soit intégré. Hein. Je crois que c'est ça qu'on veut dire. C'est qu'il faut que ce C'est soit exactement ça, Olivier. pleinement, ça transpire presque de vous-même, en fait. Oui, parce que si tu tentes vers ça, mais que à la première incartade d'un collaborateur ou d'un individu, tu te mets en colère, tu te fâches, tu fais preuve d'agressivité, bah, tu as le droit, d'avoir des émotions, il faut les accueillir. Mais, Mais on mais n'est pas dans la congruence. On n'est plus dans la congruence dont on ou parlait. alors si, ou alors tu agis, c'est ce que j'appelle la responsabilité, l'habilité à répondre, la responsibility, tu agis en conscience de manière agressive. Mais tu le fais en conscience. Tu peux être agressé, être très affirmé sur ce que tu dis à quelqu'un, et tu peux être aligné entre ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu mets en acte, y compris quand il s'agit de recadrer quelqu'un. Oui. Et là, on est Euh, plus sur une réaction émotionnelle, du coup. Hein. On est sur un choix, finalement. Exactement. Et je crois que c'est vraiment une des clés, c'est de réussir à faire ce travail sur soi pour que ce soit plus les émotions qui nous pilotent, mais qu'on reste en maîtrise. Je n'ai pas le mot contrôle parce que ce n'est pas une question de contrôle, mais en conscience et en Maîtrise de restant et soi. en Moi, habilité à j'aime répondre. bien le mot maîtrise de soi parce que tu vois, c'est pas le contrôle, c'est la maîtrise de soi. Enfin, je trouve que c'est. En tout cas, moi, je l'utilise beaucoup. Et euh, ça m'amène à. Alors, il y avait plein de notions que j'avais envie de te dire, puis je sais qu'on a peu de temps, donc souvent les gens me disent, mais comment on sait, enfin, comment on reconnaît quelqu'un qui est leader, quelqu'un qui lead. Et donc, bon, l'exemplarité, on ne va pas le reprendre dans le rugby. Je pense à du Sautoir, qui a été capitaine de l'équipe de France, qu'on appelait le Dark Destroyer, qui était exemplaire au plaquage. Donc, tu es sûr que ça renforce la confiance parce que tu sais qu'il est, voilà, il est exemplaire. Mais je lui dis, mais regardez, par exemple, quand vous êtes dans un hall de gare, euh, tu vois bien, il y a une dynamique, un système relationnel implicite qui se crée entre les individus qui déambulent dans ce hall de gare, qui ne se connaissent pas, qui pour certains s'évitent, pour certains, voilà. Donc tu vois, enfin, j'imagine que tout le monde voit cette représentation. Et puis là, tu as un individu qui est à 30 secondes de rater son train et qui court avec sa valise et un gros sac à dos. Sa trajectoire, elle est hyper lisible par tous. On sait qu'il va au quai numéro 3.
La force avec laquelle il y va, elle est lisible aussi parce qu'il est extrêmement déterminé pour ne pas rater son train. Et je trouve que tu vois, cette représentation du leader va faire que soit tu le suis parce que tu as le même projet, et ce projet fait le même sens pour toi et tu le suis parce qu'il est très déterminé, soit tu vas éviter, parce que si tu te mets sur sa trajectoire, tu vas le prendre lui, son sac à dos et sa valise. Donc en général, tu l'évites. Mais tu vois bien que la capacité d'un individu à influencer l'écosystème, ça peut être là aussi. Cette énergie que tu places dans une intention qui fait que ta trajectoire de course, un peu comme dans un sport où tu prends une trajectoire très, très affirmée, eh ben, elle est lisible par les autres. Après, tu peux décider de suivre cette trajectoire ou de ne pas la suivre. Mais tu as une vraie lisibilité, une vraie cohérence entre l'action qui est posée et l'intention qui était là. Tu vois, je trouve que cette métaphore, elle est assez éclairante quand on essaie de comprendre le Très, leader. très éclairante et ça me fait penser, tu sais, quand parfois on nous fait travailler sur le why quand on est entrepreneur, hein, notre pourquoi. Pourquoi aujourd'hui je suis devenue entrepreneur? Pourquoi j'ai quitté ma carrière de cadre commercial dans l'immobilier d'affaires et de défiscalisation où j'étais extrêmement reconnue, j'avais un très bon salaire, etc. Pour créer un truc de toute pièce qui n'existait pas encore quand je l'ai lancé. Enfin voilà, c'est ça le why aussi. Et la vision lucide, éclairée, j'aime beaucoup que. Merci infiniment d'aborder cette thématique. C'est la question du sens. C'est Et ça. on en revient à Spinoza. Je crois que je suis foncièrement spinoziste, mais on en revient à la question du sens, la question qu'est-ce qui est juste et bon pour nous. C'est ça. Alors, euh, quand on aborde ces sujets du leadership avec des managers, avec des dirigeants, il y a quelque chose un jour qui vient d'une compagnie aérienne avec laquelle je travaille, qui est dans ce qu'ils appellent leur MANEX, leur manuel d'exploitation. Ils travaillent sur le leadership. Et je trouvais que c'était important de te partager ça. Une vision un petit peu dynamique de ce que peut être le leadership. Eux, dans leur esprit, il y a deux axes. Il y a l'axe du temps et il y a l'axe du risque. On imagine bien, quand on est commandant de bord, copilote, l'axe du risque, on peut le mesurer. Ils évaluent le risque en permanence. Et puis, on a du temps, on n'a pas du temps. Donc, en gros, on se retrouve avec un cadran. J'ai du temps, j'ai pas de temps. La situation, elle n'est pas risquée du tout, elle est très risquée. Et leur posture managériale dépend de ce cadran. Ça veut dire quoi? Il faut savoir être leader dans les 4 dimensions. Les 4 dimensions sont assez simples à comprendre. La première, la situation est très risquée et on n'a pas de temps. À ce moment-là, la bonne posture, je dirige. Là, c'est ce que j'appelle la règle des 5 C. Vous la connaissez sans doute. C'est con, mais c'est comme ça. Tu vois, c'est la règle des 5 C. Une Donc, règle très importante à noter d'ailleurs. elle est très pratique. Alors, si tu en abuses de cette règle, elle n'a plus de valeur. Il faut l'utiliser de temps en temps comme un petit bonbon au sucre, tu vois, un petit joker. Ouais, c'est con, mais c'est comme ça. Donc, je dirige. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de discussion. Je prends mes responsabilités et je dis, je donne des ordres et on exécute. Il faut savoir le faire et tu en as plein qui ne savent pas le faire. Euh, la situation est très risquée et le temps est long, ça va durer. La bonne posture managériale, et en tout cas celle que je défends, j'implique, je mobilise mes équipes. Et il faut savoir à ce moment-là être en capacité de les mobiliser, être en capacité de les aider à maintenir leur effort dans la durée. Et c'est un autre discours, c'est une autre posture. Ensuite, on se retrouve zéro risque ou très peu de risque, mais j'ai pas de temps. La bonne posture, je délègue, ce que font la plupart des managers en entreprise, donc je délègue. Et la quatrième, qui est assez peu finalement utilisée, ou en tout cas les managers que je vois, c'est peut-être là où les gens travaillent le plus, il n'y a pas de risque, et j'ai du temps. Alors, dans la représentation, on n'a jamais assez de temps, hein. Mais quand bien quand j'en aurai, la bonne posture, je développe. Je développe l'individu. Les 2 premières sont centrées sur l'exécution des tâches, la deuxième est centrée sur le développement des autres, des êtres humains. Donc, toute la difficulté dans ce cadran, c'est que la perception du risque et du temps, elle est propre à chacun. Et donc, quand moi, en tant que collaborateur, j'attends que mon manager me développe, dans son esprit, la situation est risquée, il n'a pas de temps. Et donc, il me dirige. Et on se retrouve avec un leadership qui n'est pas partagé parce qu'il n'est pas compris, parce qu'il n'est pas assimilé, parce qu'il n'a pas été explicité comme je considère que la situation est risquée et qu'on n'a pas de temps. Et donc, je vais te demander de. Tu vois? Donc, quand bien même on aurait fait ce travail personnel de développement, de conscience de soi, je pense que le leadership doit aussi s'intégrer dans un contexte qui peut être changeant et que c'est important de pouvoir s'adapter aux circonstances à ce moment-là.
Oui, je suis absolument d'accord. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait quand on parlait tout à l'heure en off de l'impermanence des choses. Et qu'à un moment donné, bah, si on est dans une situation urgente, on ne va pas réagir de la même manière que si on est dans une situation qui est plutôt slow, quoi. Ah Donc, bah, c'est pas quand il y a le feu dans la cuisine que tu apprends à tes enfants à cuisiner le bœuf stroganoff, quoi. absolument. Concrètement, vous sortez. Voilà, je explique les choses un peu simplement, mais je crois que c'est important et on voit bien que probablement les gens qui nous écoutent en ce moment se disent bah tiens, moi je suis plus confortable dans le diriger, puis c'est un peu mon comportement refuge. Et puis d'autres, ben moi je sais déléguer, par contre faire grandir, j'ai un peu de mal, je sais pas, j'ai pas les clés, quoi. Oui, c'est ça. Puis ça montre aussi qu'on doit sans arrêt jongler entre l'adaptabilité, l'ajustement. Et c'est pour ça aussi que voilà, ça demande, les gens n'ont pas à avoir honte de travailler sur leur leadership parce que bah, on a parfois des choses de manière innée, hein, et certains ont un rayonnement énergétique tellement fort qu'on sent voilà, qu'il y a quelque chose chez eux qui est très leadership. Mais que voilà, parfois, notamment dans le management, hein, si on parle de management d'équipe, bah, il y a des choses, il y a des clés qui peuvent nous aider à être encore plus performants dans nos fonctions. Euh, Évidemment, je rejoins pleinement ton propos et quand je t'écoute, la question que se posent souvent les gens, c'est la différence qu'ils font quand tu parles de rayonnement entre le charisme Mm. et le leadership. Il y a des gens qui sont naturellement charismatiques et d'autres pas du tout. Et voilà, c'est très injuste, hein, mais c'est comme ça. Par contre, autant j'ai la représentation, l'idée que le charisme, c'est difficile de le travailler. Le leadership, il y a quand même quelques clés, donc c'est accessible. Tu Mm. vois, rayonner, le charisme, il dépend tellement de ta fréquence vibratoire. C'est-à-dire, est-ce que tu as une fréquence qui est centrée sur des peurs, qui résonne avec des fréquences basses, ou au contraire qui est connectée à cette puissance universelle qui est l'amour, connectée à cette terre, connectée à la vie, connectée au monde, en conscience pleinement. Et cette énergie, c'est pas du tout la même. Et tu vois bien quand une personne, on dit ah c'est une belle personne, tu sais pas, mais elle est juste resplendissante, rayonnante, tu vois, de lumière finalement. Et ben c'est cette puissance là. Et quitter les peurs pour aller vers l'amour, ça aussi c'est un autre chemin. C'est un vrai chemin. Euh, donc c'est un chemin qui est un chemin spirituel, un chemin de Un chemin sagesse, hein. voilà, c'est ce que j'allais dire, un chemin très spirituel, très intérieur et qui ne se travaille pas comme ça, quoi. Ça Donc demande. tu vois, il y a à la fois un travail qui est un travail de conscience de soi, un travail de sagesse ou de spiritualité, mais que les deux peuvent être totalement dissociés. On peut avoir un leadership très pragmatique où on fait les choses en conscience et on aligne nos forces, on s'aligne, on travaille notre congruence sans vraiment faire un travail sur la spiritualité, sur la sagesse, ça peut être complémentaire, c'est un plus, mais c'est pas une obligation. Complètement. Et tu sais, bah, tu le sais, hein, que moi j'ai une partie dans mon activité qui est la conférence et on va dire l'ouverture des consciences dans le monde de l'entreprise sur le côté leadership plus humaniste et une partie où je coach uniquement en individuel des femmes dirigeantes ou managers sur 4 mois vraiment dans un grand processus puissant de transformation personnelle au profit de la croissance professionnelle. Et aussi pour évidemment se sentir épanouie, accomplie tout en restant sereine, parce que ça, c'est un peu le défi des femmes dirigeantes et managers. Et vraiment, j'ai cette question-là depuis tout à l'heure et je veux te la poser parce que je sais que forcément, tu vas nous éclairer et tu apporteras forcément des pépites à ma communauté. D'après toi, est-ce qu'il y a une différence dans la manière de développer son leadership chez les hommes et chez les femmes? Hmm. Et si oui, s'il y a une différence, bah, évidemment, quelle serait-elle? Moi, je ne fais pas de différence. Alors, je ne fais pas de différence entre un homme et une femme. Et j'éviterai de tomber dans des débats qui alimenteraient les courants féministes les plus âpres sur Oui, ces parce que sujets. c'est ça, moi je ne suis pas une féministe. En revanche, j'aime travailler la polarité féminine du leadership. Alors, pour terminer sur cette question du féminisme, je m'interroge toujours sur la portée de leurs actions et en quoi leurs actions, leurs revendications finalement contribuent à créer cette différence qu'ils cherchent à unir. Mais je n'ai pas la réponse, mais ça m'interroge toujours. En dehors de ça, je crois qu'on est constitué, chaque être humain, d'un côté masculin et d'un côté féminin. Et que, au-delà de son genre, au-delà de son sexe, au-delà
de ce qui nous constitue. D'abord, on est fait pareil, des bras, des jambes, des cellules, des cerveaux. Il n'y a pas de cerveau masculin, cerveau féminin. Je crois qu'il y a une influence de la culture, une influence sociale sur nos modes de fonctionnement, et c'est peut-être ça qu'il faut travailler. Mais je crois qu'un grand leader, c'est un leader qui a concilié, réconcilié, réuni son côté masculin et féminin. Merci, Euh, merci. Je suis très heureuse qu'un homme parle de ça parce que moi, je l'ai cité en conférence sur la scène du Stéréolux à Nantes où je parlais de la réunion en fait des deux aspects hein, et aussi la réunion et la réconciliation des hommes leaders et des femmes leaders et que c'était comme ça qu'on allait enrichir ce nouveau monde qu'on veut voir éclore dans l'entreprise avec plus de bienveillance, plus de compassion, plus d'empathie, plus de douceur. Enfin voilà, toutes ces qualités qui sont plus dites féminines quand on parle de polarité, mais qui sont vraiment présentes chez certains hommes. Et que pour moi, c'était cette réunion et cette réconciliation justement. Et c'est pour ça que moi, je suis très reconnaissante que ce soit un homme qui en parle aujourd'hui sans que moi je l'ai eu cité avant. et tu vois, Ludivine, ce qui peut être très paradoxal pour ceux qui nous écoutent, c'est que la représentation d'un rugbyman de haut niveau, avec les oreilles un peu mâchées, les cervicales dans la boîte à gants et les genoux qui grincent tous les matins, le côté un petit peu très masculin, très combatif, parce que c'est un sport de combat, mais c'est aussi un sport d'intelligence situationnelle. Au-delà de ça, c'est quand même un sport où la masculinité, le côté masculin, le yang, est très, très présent, le rugby. Absolument. Et il se trouve que je fais partie de ces quelques pourcentages des gens hypersensibles. Bienvenue. J'ai découvert ça. J'ai découvert plein d'autres choses sur moi à force de travailler sur moi. Et donc, je réunis à la fois le côté très très brutal du rugbyman et en même temps le côté hypersensible qu'on pourrait associer à la féminité et qui pour moi n'est pas du tout féminin. Absolument. Encore, c'est une représentation. J'ai encore pleuré hier soir, par exemple, devant une chanson, en écoutant une chanson. Donc, mais je crois que réconcilier ces deux univers, ces deux parties de soi est la clé notamment pour impacter positivement les autres. Je suis... Voilà. On peut conclure. Non, mais Alors, vraiment, je suis en train de regarder sur mes 10 minutes, un quart d'heure de préparation ce que j'avais envie de te dire et je vois que là, vous voyez un petit peu la façon de travailler. Ouais, c'est un petit bout de papier et quelques mots-clés. Non, ce que je t'ai imprimé, ce que je t'ai imprimé, et tu vas voir, ça boucle finalement avec ce qu'on s'est dit au tout début. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais Benoît, c'est quoi le sens de la vie? Et donc, je vous invite à lire, à écouter ce texte que je vais vous dire, ce petit extrait, au regard de tout ce qu'on vient de se dire ici, maintenant, avec Ludivine, ce qu'on s'est dit sur le leadership. Et ce texte dit, tout le chemin de la vie, c'est de passer de l'ignorance à la connaissance, de l'obscurité à la lumière, de l'esclavage des sens à la liberté de l'esprit, de l'inaccompli à l'accompli, de l'inconscience à la conscience, et de la peur à l'amour. Cette quête est la plus belle aventure qui soit, l'aventure intérieure de la sagesse. Et peu importe que tu sois riche ou pauvre, humble ou puissant, petit ou grand, la sagesse est offerte à tous. Il suffit de la désirer. Et alors, toute la vie t'apparaîtra comme ce qu'elle est, un voyage initiatique. Ce texte, certains le reconnaîtront, il vient d'un livre qui s'appelle L'âme du monde de Frédéric Lenoir. C'est le deuxième petit cadeau que je voulais te faire. Ah, magnifique, magnifique. C'est vrai que Frédéric, il est vraiment important dans nos vies, hein, dans la tienne et dans la mienne. Ouais, Et merci Frédéric. Je l'ai cité tout à l'heure en story dans ma publication Instagram puisque j'ai introduit notre intervention, notre interview d'aujourd'hui. Et je lui disais voilà, que c'était aussi une manière de lui rendre un beau clin d'œil. Et je trouve ça magnifique que tu conclues avec ce texte que je connais et qui est cher à mon cœur aussi parce que déjà cette notion de passer de l'ignorance à la connaissance, c'est aussi
revenir à de la vulnérabilité, de se dire bah, j'ignore énormément de choses, je suis un être humain qui n'a pas tout appris, à qui on n'a pas donné toutes les clés en arrivant dans ce monde de fous, et je peux à tout âge grandir et accéder à certains aspects d'une connaissance plus grande et qui dépasse parfois notre entendement, surtout quand on est vraiment dans le pragmatisme hein, du leadership, du management. Voilà, d'ouvrir un petit peu son champ d'exploration. Et merci, c'est un très beau cadeau. Oui. Merci Ludivine de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer sur ta chaîne. Je suis ravi d'avoir pu participer à cette réflexion, voilà, tout ce chemin. C'est chouette ce que tu fais. Voilà, donc je t'encourage à continuer. Je suis ravi d'avoir mis ma petite pierre à l'édifice. Oui, c'est ça. Merci pour toutes tes pépites parce que chaque invité, vraiment, pour moi, est très précieux et vraiment, j'ai des retours extrêmement positifs à chaque fois sur des prises de conscience parce que, ben voilà, là, aujourd'hui, on a entendu un sportif, un manager, un leader parler de sa façon de voir justement eh bien, ce nouveau leadership qu'on a envie de encore plus encourager dans le monde de l'entreprise où il y a quand même, hein, il faut se le dire, beaucoup de traces de l'ancien monde patriarcal et contrôlant. Donc on a quand même à œuvrer et d'avoir le côté masculin et féminin réunis. Je trouve ça très beau. Donc merci Benoît. Où est-ce que ma communauté peut te retrouver si on a envie de te retrouver, Benoît? Alors moi, d'abord j'ai une adresse physique, mais au-delà de ça, j'ai mon site web. Ma société Voilà. s'appelle Performance Inner Skills. Donc, Je mettrai le lien sous la vidéo pour celles et ceux qui veulent te retrouver. Donc il y a un petit mail contact. Après, je suis pas très Instagram. J'ai un compte Facebook, un compte LinkedIn qui est voilà. Mais voilà, c'est mes comptes personnels. Mais vous y trouverez probablement plein de choses si vous y allez. Je mettrai ton site internet hein, sous la vidéo pour qu'on puisse te retrouver. Et est-ce que toi, aujourd'hui, tu travailles avec plus d'hommes, plus de femmes, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est un peu installé ou est-ce que c'est plutôt… Non, 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 je trouve ça intéressant Alors, ben non, c'est assez équilibré. Ok. Mais tu sais, dans nos métiers, j'ai remarqué que les gens que nous accompagnons sont aussi le reflet de ce qu'on a à apprendre pour soi. Donc, bizarrement, voilà. Donc, j'ai un nombre équilibré d'hommes et de femmes que j'accompagne régulièrement. Puis après, je me suis demandé ce qui faisait que j'avais beaucoup d'hypersensibles et de surefficients dans ceux que j'accompagnais. Bon, j'ai fini par arrêter de me poser la question. Mais parfois, je me demande pourquoi je me pose autant de questions. Ce qui est une question au demeurant. Donc, ouais, donc c'est troublant hein, ce phénomène. Donc, non, c'est assez équilibré et je remercie toujours les gens que j'accompagne parce qu'il y a toujours un chemin voilà, qui m'aide à faire pour moi également. On apprend énormément hein, dans tous nos coachings. Je te rejoins aussi bien les interventions en entreprise que dans les coachings individuels. Je trouve que c'est très, très riche pour nous en tant qu'accompagnants aussi. Hein. En tant que coach et coaché, en plus, quand on est en individuel, je trouve qu'il y a des belles relations qui se créent et je trouve que voilà, on se porte finalement l'un l'autre. Bon, bien sûr. Donc merci infiniment Benoît et au plaisir de te revoir tout bientôt. Pour celles et ceux qui ont vu la vidéo, mettez-nous un petit pouce parce que du coup, ça nous encourage hein, à continuer à faire ces interviews et puis ça montre que vous avez été eh bien, touchés par le sujet du leadership. Et surtout, si vous avez des questions, eh bien, mettez-les nous en commentaire et on sera un plaisir de vous répondre, moi ou Benoît. On aime aussi évidemment les échanges humains et c'est très important pour nous voilà, d'être en co-création, d'être en collaboration avec toutes les personnes qui ont suivi la vidéo parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. Donc merci pour votre attention, merci pour votre fidélité et à tout bientôt.